c'est les montagnes russes. On ne s'attendait pas du tout à ça. La petite poussière d'étoiles qu'on doit attendre. Je m'appelle Charlotte, j'ai 34 ans, j'habite à Paris. Je suis mariée à Jonathan et je suis l'heureuse maman d'un petit garçon, Théo, qui aura bientôt 3 ans. J'ai passé le cap des 30 ans complètement déprimée parce que j'arrivais toujours pas à tomber enceinte. Et puis j'ai décidé de demander un bilan et un check-up général. Du côté de mon mari, ça allait parfaitement. De mon côté, ma réserve ovarienne était plutôt faible. On a fait 4 cycles de stimulation simple. Il s'est bien écoulé à peu près 1 an. Et ensuite, on a été pris en charge directement au parcours FIV sans passer par la case insémination. J'ai eu la chance de rencontrer une femme qui, elle aussi, était passée par un parcours FIV. Elle m'a parlé d'un docteur précisément. Et donc, on a pris contact et pris rendez-vous avec ce médecin. Contrairement à d'autres femmes qui choisissent un centre PMA en particulier, nous, on a choisi un docteur. Et ce médecin est rattaché au Diaconesse. Il a mis en place tout notre protocole. On est parti sur un protocole court avec des injections à faire tous les jours. Mon mari, Jonathan, avait envie de s'investir dans la FIV, donc c'est lui qui, tous les soirs, me faisait la piqûre à la même heure. Et puis ensuite, il y a les prises de sang et les échographies de contrôle. Je me souviens d'une assez mauvaise expérience avec un centre d'échographie de ville, pour le coup. Ça n'était pas rattaché au Diaconesse. J'avais vraiment très peur à l'idée que cette première échographie de contrôle se passe mal et qu'on m'annonce que je n'avais pas ou très peu de follicules. Donc j'ai demandé à Jonathan de m'accompagner. Lorsqu'on est rentré dans le cabinet d'échographie, le médecin a été très choqué à l'idée que mon mari soit présent pour cette première échographie. Il ne comprenait pas pourquoi je n'étais pas seule. Son discours sur cette première échographie a été assez stressant pour moi à entendre puisqu'il m'a dit que l'endomètre n'était pas suffisamment épais, etc. Que lui ne pouvait pas se prononcer mais qu'il fallait que j'attende l'appel de mon centre PMA pour voir si oui ou non on continuait le protocole. Quelques heures après, j'ai eu les infirmières au téléphone des Diaconesses qui m'ont dit que tout était parfait et que l'on continuait bien évidemment le protocole. C'était très rassurant. Ensuite, j'ai eu mon déclenchement de l'ovulation, donc un soir à 23h, et puis la ponction des ovocytes 48 heures plus tard. La ponction des ovocytes, moi j'ai décidé de la faire en anesthésie locale. J'ai plutôt une mauvaise expérience avec les réveils d'anesthésie générale et puis je voulais être consciente de tout ce qui se passait dans ce bloc opératoire. Il faut savoir qu'au Diaconesse, les médecins qui font la ponction et le transfert, ce ne sont pas forcément le médecin que l'on a choisi à la base et qui nous suit. Pour autant, tout s'est vraiment très bien passé. Le docteur en fait qui m'a fait ma ponction en anesthésie locale, elle m'a fait comme une sorte d'hypnose pendant la ponction. Donc j'ai pu évader mon esprit, j'ai pu voyager au Mexique tout en regardant l'écran où je voyais les follicules qui étaient récoltés les uns après les autres. Et puis après arrivent les jours où l'on doit patienter, où l'on doit attendre de savoir ce que ça va donner. C'est une attente qui est très longue, mais je crois que de toute façon, tous les parcours essai bébé et tous les parcours PMA, c'est les montagnes russes. Donc on a eu 11 ovocytes de ponctionnés, donc, ce qui était vraiment une très bonne nouvelle pour nous au vu de ma réserve ovarienne. On ne s'attendait pas du tout à ça. Il y en avait 9 de fécondables. On a eu l'appel de la biologiste, je m'en souviens très bien, c'était le 15 novembre, c'était le jour de mon anniversaire. Et la biologiste nous a annoncé que malheureusement, il y avait beaucoup de nos embryons qui étaient fractionnés ou en retard d'évolution et que possiblement, il n'y aurait peut-être pas de transfert le samedi matin. Voilà, gros coup dur. J'ai passé ma soirée à pleurer. Mon mari a passé sa soirée à essayer de me réconforter, mais en étant mal lui aussi. On a eu l'appel des Diaconesses pour nous annoncer qu'il y avait 2 très beaux embryons à J5 et qu'on était attendu pour le transfert. On s'est rendu le cœur plein de joie et plein d'espoir aux Diaconesses pour ce transfert avec une nouvelle médecin
qui a été incroyable parce qu'elle était tellement confiante et tellement sûre d'elle qu'en fait, elle nous a vraiment donné sa force et elle n'a pas laissé place au doute. On a fait ce transfert qui était magnifique puisqu'on avait l'échographie, donc on a vraiment pu voir ce qui se passait et comme dirait mon mari, il a pu voir la petite poussière d'étoiles arriver dans l'utérus et c'était vraiment un moment très fort d'émotion. Pendant ce transfert, j'ai vraiment essayé de me recentrer sur moi, de me détendre. Je suis restée allongée ensuite quelques minutes et puis voilà, on a repris notre vie presque normalement avec encore une fois cette attente interminable. Bien, il y a des moments où on y croit très fort, d'autres moments où on se dit mais non, ça ne peut pas marcher, c'est ta première FIV, ton premier transfert. J'ai toujours été convaincue et persuadée, et je le répétais sans cesse, je ne suis pas une poule pondeuse, mais je suis une poule couveuse. Je visualisais mon embryon s'accrocher. Je passais beaucoup de temps à me connecter à mon corps, à me connecter déjà à ce petit bébé et à lui donner toute ma force. J'ai vraiment pris le temps de prendre soin de moi, de vivre en mode slow life, de faire ce qui me plaisait, d'aller vraiment à un rythme très lent, très doux pour mettre toutes les chances de mon côté. Voilà. Alors, est-ce que ça a joué ou non, je ne sais pas, mais en tout cas pour moi c'était très important de n'avoir aucun regret. Quelques jours après cette attente interminable, mon mari est arrivé la veille de la prise de sang, il est rentré du travail avec 2 tests de grossesse et il m'a dit maintenant tu vas dans les toilettes et tu fais pipi sur le bâton. Donc j'y suis allée, voilà, j'avais beaucoup d'appréhension parce que j'avais très peur que ce soit négatif. On a attendu quelques minutes, sur le test de grossesse, il n'y avait pas de trait qui arrivait. Voilà, donc je me suis dit, on n'aurait pas dû faire ce test de grossesse, on aurait dû attendre la prise de sang et j'étais triste et je me suis renfermée sur moi à ce moment-là. Et puis au bout de 10 minutes, mon mari me dit « Charlotte, je crois qu'il y a une barre ». Je suis allée voir et je voyais un tout petit trait vraiment très léger. On s'est mis sous les lampes de la cuisine, on a bougé le bâton dans tous les sens. Il y avait bien un petit trait rose, mais vraiment très pâle. Et le lendemain matin, j'ai refait ce 2e test de grossesse. Là, la barre s'est affichée vraiment beaucoup plus nette. On est allé au labo en disant c'est peut-être un faux positif. La dame du laboratoire a dit faux positif, bon. Ok, si vous voulez, mais bon, moi je pense que vous êtes enceinte. On a fait cette prise de sang qui s'est avérée positive. Je vous dirais pas que ça a été une explosion de joie parce qu'on a toujours peur et qu'on attend. C'est vraiment la PMA du jour après jour. On était très heureux qu'elle soit positive et on a attendu 2 jours plus tard de voir si ça avait bien doublé et encore, et la première échographie de localisation, etc. Et puis finalement, il était bien là, notre petit bébé était bien là, au chaud. Quelques mois après, Théo est arrivé. La première chose, c'est que pendant cette FIV, j'ai vraiment pris le temps et compris l'intérêt de prendre soin de moi, chose que je ne faisais pas forcément avant. J'avais vraiment envie, comme je disais tout à l'heure, de ralentir, de m'accorder des vrais moments de bien-être. J'allais me faire masser, j'allais dans des spas avec des copines, je prenais mes rendez-vous chez l'éthiopathe, etc. pour me sentir prête, coucounée et préparer mon corps au mieux. Quand on prend soin de son corps, on prend aussi soin de son esprit. J'ai eu aussi 2 personnes ressources qui sont 2 femmes qui ont aujourd'hui toutes les 2 chacune une petite fille qu'elles ont eue aussi grâce à des FIV. Elles m'ont vraiment nourrie d'espoir, elles m'ont transmis toutes leurs ondes positives, toutes leurs good vibes. Ça a été vraiment 2 piliers pour moi pendant ce parcours. La deuxième chose que ça a changé aussi, c'est que mon bébé, je l'ai tellement désiré, mais vraiment tellement désiré au plus profond de mon cœur et de mon âme que quand il était là, je réalisais à quel point c'était pas un dû et à quel point j'étais chanceuse d'avoir cet enfant parce que j'ai conscience que dans notre parcours PMA, on a eu beaucoup de chance et que certains parents sont encore dans l'attente et que c'est très difficile. Et quand j'avais ce petit être devant moi, j'y pensais tous les jours. Tous les jours, je remerciais la PMA pour ça. Ça a bouleversé ma vie, la maternité d'une manière générale, puisque je me suis
reconvertie professionnellement. Et aujourd'hui, eh bien, je suis doula et j'accompagne les femmes durant leur grossesse, en postnatal également, mais aussi pendant leurs essais bébés, que ce soit un parcours naturel ou un parcours PMA. L'idée là aussi, c'est vraiment prendre soin de la femme par rapport à ce qu'elle traverse à ce moment-là dans sa vie, par rapport à ce dont elle a besoin, et prendre soin d'elle, l'écouter. J'ai différents outils dans ma boîte pour pouvoir répondre aux attentes de chacune. Si j'avais des conseils à donner aux femmes qui sont en parcours PMA, ça serait vraiment de s'écouter, de se faire confiance, de continuer à y croire et puis de ne pas culpabiliser. Parce qu'on a tendance à se dire que c'est de notre faute s'il y a quelque chose qui ne va pas, sauf que ce n'est pas une prime au mérite, de ne vraiment pas culpabiliser pour ce qu'il se passe et de s'entourer aussi des bonnes personnes. On est dans un monde et dans une période de notre vie où on est vulnérable et où on peut se sentir très vite incomprise quand on en parle à notre famille, à nos amis. Moi, j'avais vraiment cette sensation qu'on ne parlait pas le même langage. Parfois, les gens sont bienveillants et peuvent dire des petites phrases en pensant nous faire plaisir et en fait, c'est tout l'inverse. Ça a plutôt tendance à nous agacer, du style « mais t'inquiète pas, ça va marcher ». On n'a pas envie d'entendre ça à ce moment-là. Vraiment aller vers des gens qui ont vécu la même chose que vous et où vous allez voir que vous allez être comprise de ce que vous êtes en train de vivre, de traverser. Et puis aussi de cultiver la pensée positive parce que mine de rien, c'est aussi important, continuer à y croire et d'être positive et de prendre soin de vous et faire des choses qui vous font plaisir. Alors le carnet Colibri, il a vraiment été mon meilleur ami pendant tout mon parcours. On a besoin de quelque chose auquel se raccrocher et puis de rendre concret tout ce qui est en train de se passer. Moi, je l'avais commandé et puis je l'ai vraiment rempli jour après jour. Et je me rends compte aujourd'hui que c'est vraiment un super souvenir parce qu'avec le temps aussi, on oublie, même si c'est un parcours qui est difficile. Donc là, voilà, je retrouve ici tout mon protocole avec les dates précises. Moi, je l'avais pimpé, j'avais mis des petites photos, voilà, tout l'agenda, tout le calendrier finalement. Hein, et on oublie à quel point on est sollicité en termes de rendez-vous, etc. Un outil que je prenais plaisir en fait à remplir, c'était presque thérapeutique pour moi. Et parce que on se sent seul aussi dans ce parcours, on se sent incomprise. Et là, je me disais, enfin, il y a quelque chose pour nous, les femmes en PMA. Finalement, il y a beaucoup de choses qui existent pour les femmes lorsqu'elles sont enceintes ou autres. Mais après, quand on est en PMA, il y a vraiment pas grand-chose. Donc, ça a été vraiment mon meilleur ami. Et là, on retrouve les ovocytes qui ont été ponctionnés, fécondés, les J3 et les J5. Donc, pour nous, c'est 2 J5, un qui a été transféré et qui est mon fils aujourd'hui, mon Théo, et puis un autre qui nous attend au frais.